Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un ciné critique, je me replonge dans le cinéma italien d'antan avec un brûlot très important sorti en 1945 intitulé Rome, ville ouverte ou en version originale Roma città aperta, le tout premier film que je vois de Roberto Rossellini, sa première œuvre libre et néo-réaliste après une période de travail sous le joug du régime fasciste et pour certains et certains le tout premier métrage du néo-réalisme italien, même si ça se discute, puisqu'en 1943, il y a eu Les Amants diaboliques de Visconti. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il s'agit ici d'un pan historique et cultissime du cinéma italien, mais pas que, mondial, coécrit par 4 personnes, Rossellini lui-même, mais aussi celui qui deviendra son scénariste fétiche, Sergio Amidei, et un tout jeune Federico Fellini, qu'on ne présente plus, 5 ans avant son premier film d'ailleurs. Et nous avons au casting pas mal d'actrices et d'acteurs amateurs, mais 2 qui étaient professionnels, Aldo Fabrizi qui joue le curé, et Anna Magnani, que j'ai découverte avec plaisir il y a quelques semaines dans le Mamma Roma de Pasolini. Autour d'eux, citons d'autres personnes qui, certaines et certains ont eu des carrières, d'autres non. Marcello Pagliero, le tout jeune Vito Anicarico, qui est décédé en août dernier, voilà, il joue un enfant. Et citons aussi la présence de Giovanna Galetti, qui est assez redoutable à travers son protagoniste. Voilà. Et l'histoire se déroule donc en 1943. C'est vraiment un film qui a été fait à chaud. Rome vient d'être déclarée ville ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libérée, elle est toujours sous le joug des Allemands, mais il n'y a plus de guerre sur place. Il y a juste la Gestapo qui tourne autour, forcément. Une certaine pauvreté, évidemment, qui est là, on le voit dès le début, quand il y a des femmes qui vont chercher du pain. Et surtout des résistants qui se cachent, dont un qui s'appelle Giorgio Manfredi, qui est un des chefs d'ailleurs, qui est très recherché, qui va se réfugier chez Francesco, un imprimeur local, afin de ne pas éveiller les soupçons. Et là-bas, il va rencontrer celle qui deviendra son épouse. Je parle de Francesco, donc ils ont prévu de se marier le lendemain, une certaine Pinna, mais évidemment aussi il va demander Giorgio l'aide du curé local, Don Pietro, qui va essayer de lui faire passer des faux papiers. Vous connaissez l'histoire. Sauf que malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu pour plein de raisons. C'est que malgré elle, Pina est en relation, sans trop le savoir, avec l'ennemi, puisque sa sœur traîne avec une femme qui se fait livrer de la drogue et d'autres services par une autre dame qui travaille pour la Gestapo. Et donc vous pouvez imaginer dénonciation, trahison potentielle. Et ça va être très compliqué pour Giorgio de rester libre. Et donc, quels seront les dommages collatéraux pour Pina et Francesco juste avant leur mariage, sachant que Pina elle a un enfant d'un ancien mari qui est là, qui s'appelle Marcello, qui lui-même participe à un petit réseau de résistants avec d'autres enfants, c'est assez remarquable, ça on va y revenir, et qui attend un bébé. Donc il faut vite qu'elle se marie, parce qu'elle est très croyante. Donc là vous avez une belle dualité de l'Italie de l'époque, et pas que de l'époque, mais entre certains qui sont très croyants et d'autres plus résistants communistes, et aussi l'association des deux, parce qu'on a ici un résistant communiste qui va demander de l'aide à un curé. Mais oui, forcément, l'union fait la force face à l'ennemi. Et c'est un film déchirant, qui est extraordinaire, parce que il faut voir le contexte aussi. 45 quand ça a été tourné, Rome était libérée, mais le nord de l'Italie était encore sous occupation allemande. Donc c'est quand même incroyable. Et donc ici, il y a un véritable témoignage réaliste de ce qui s'est produit et ce qui se passait encore, d'où le terme néo-réaliste. Là, on est vraiment plongé dans une sorte de faux documentaire. On sent que ça a été tourné sur place, là, alors que mon réveil se met en marche. Hop, je l'enlève. Vraiment, c'était sur le moment de l'action, et ça suinte d'ailleurs dans la réalité. Rien que le choix, de toute façon, de certains plans, du grain de l'image en noir et blanc, un peu sale par moment, mais ce n'est pas ici un reproche que je fais, au contraire, on est vraiment, c'est très âpre, quoi. Et évidemment, toute l'écriture derrière, qui est basée sur des faits réels, et des personnages qui ont plus ou moins existé, qui ont été renommés un petit peu, et resitués pour le film. C'est pour ça d'ailleurs que Rossellini a fait appel à plusieurs personnes pour l'écriture,
Pour la petite anecdote, surtout des gens qui avaient des visions politiques un peu différentes, mais quand même progressistes. Hein. Il n'y a pas de fascistes hein, qui ont participé à ce film, forcément. De toute façon, être fasciste en 1945 en Italie, ben, hein, voilà. Donc, il a bien documenté son truc, il n'a pas fait ça que de son point de vue, Rossellini, et ça se sent. C'est vraiment très large, ça couvre pas mal de choses. Et la richesse des personnages qui sont présentés est absolument puissante, parce que ça renforce, on va dire, un storytelling qui est à la fois donc brut de décoffrage, voilà, on est au centre du truc et ça prend pas de pincettes, mais aussi on nous fait toute cette construction dramatique à travers le personnage de Pina qui est quand même dans une position inconfortable parce que déjà la misère locale, hein, voilà, mais aussi parce qu'elle va épouser un gars parce qu'elle est enceinte, donc il y a quand même encore cette vieille Italie, ou cette Italie assez pieuse qui fait que ne peut pas, même malgré dans une condition comme ça de guerre assez éprouvante, ne peut pas non plus vivre trop longtemps dans le péché. Et le personnage, donc, évidemment avec son enfant à côté, et le curé, qui gère plus ou moins le réseau des jeunes résistants. Là. Enfin, c'est étonnant de voir cela, parce que tu le sens que ça a inspiré d'autres films qui ont été faits après, ce genre de brûlot-là. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui a laissé un héritage derrière, et donc puis les deux hommes principaux autour là qui vont devoir se serrer les coudes forcément quand la Gestapo va mettre son nez dedans. Et je ne vais pas aller dans les spoilers, mais il y a une scène qui est célèbre au-delà du film, c'est celle qui est au milieu, qui ponctue la fin de la première partie, un moment assez dur et dramatique qui concerne le personnage de Pina, cette course effrénée dans la rue, qui a donné lieu à une photographie qui est restée gravée dans l'histoire, puisqu'elle est utilisée comme un symbole de liberté aussi, ce qui est paradoxal vu ce qui se passe à ce moment-là. Et donc cette course de la Magnani, qui va forcément être repris indirectement dans le Mamma Roma de Pasolini à la fin, du moins un destin aussi assez terrible. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux films se font écho, et quand j'ai vu Mamma Roma à l'époque, que j'ai un peu lu derrière, après avoir donc dégusté le métrage et fait ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il fallait que je voie très vite Rome ouverte, et donc j'ai décidé à ce moment-là que ce serait mon film italien d'antan suivant, en noir et blanc, tout ça. Donc voilà, et puis il y a autre scène dramatique vers la fin, il y en a même en double, hein, puisque à un moment ça va se terminer mal avec les Allemands, sans faire de spoiler, pour certains personnages, pas forcément pour tous, quand même, hein, avec des scènes de torture, mais éprouvantes, terribles, d'une dureté absolue qui renforce le message de l'époque, c'est quand même, ouf, là c'est du vrai réalisme, et une exécution très touchante, qui fait écho aussi aux enfants, qui sont très marquants dans le film, notamment le petit Marcello, parce que c'est à la fois l'espoir de l'Italie, la transmission, et tout ce qui se passe à la fin, le côté hommage aussi qu'ils rendent, c'est très beau. Il y a quelque chose de magnifique sur le final. Et on voit que cette Italie, cette jeunesse italienne, maintenant a les choses en main pour aller de l'avant et oublier cette période tout en transmettant le devoir de mémoire. C'est exactement le message final, et c'est forcément très beau, parce que j'imagine que certains d'entre eux, alors il y a le principal là, qui est décédé en août, mais il se pourrait que certains d'entre eux soient encore en vie, hein, pas loin des 90 ans, ou des enfants de l'époque qui aujourd'hui en Italie sont entre 90 et 100 ans à peu près, bref, un peu moins, et qui voient ce film-là et qui peuvent encore en témoigner à travers un film qui est quasiment ancré, qui est ancré dans l'histoire et qui est quasiment historique sur des faits très réels. Donc moi je trouve ça très poignant, et donc c'est un film qui est ultra important dans l'histoire du cinéma, mais même au-delà dans l'histoire de l'Italie ici de l'époque. Et il y a une dernière chose sur laquelle je vais revenir, alors à travers le personnage de Giovanna Galetti qui s'appelle Ingrid, grande actrice aussi, hein, dans ce film, je crois qu'elle débutait plus ou moins, joue la méchante parfaitement. Donc elle s'appelle Ingrid, et donc elle travaille pour la Gestapo, et elle est très proche d'un des majors de celle-ci. C'est le major Bergman. Et vous avez dans le film donc une Ingrid qui est très proche d'un Bergman. Ingrid Bergman, sachant que 5 ans après, Rossellini va rencontrer Bergman dans Stromboli, enfin un peu moins de 5 ans après je pense. Voilà, le temps de rencontrer, tournage et tout.
et qui va démarrer une histoire d'amour interdite avec Ingrid Bergman. Et c'est très amusant de voir que dans ce film, donc, il y a une Ingrid qui fricote, presque, bon allez non, mais professionnellement on va dire, pour des intérêts, avec un Bergman. Comme quoi le destin des fois, cinématographique et d'une vie, peuvent être, enfin, ces destins-là peuvent être liés et donner quelque chose de fou. Évidemment, c'est un hasard, à moins qu'ils ne connaissiez déjà Ingrid Bergman à l'époque, mais alors là, le clin d'œil aurait été un petit peu triste, je trouve. Mais c'est absolument fou. Voilà, c'était juste pour dire cela, parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec le film en tant que tel, mais dans l'histoire du cinéma, c'est assez amusant. D'ailleurs, je fais une petite dédicace au passage à l'amie Hélène Godin, qui en a parlé chez Microciné, de la relation entre Bergman et Rossellini. Donc voilà, comme quoi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, mais j'aurais pu en balancer d'autres. Hein, des choses sur ce film, qui a plein de moments forts, durs, de solidarité, de trahison. La musique aussi, qui est pas mal sympathique, du frère de Roberto Rossellini, Renzo Rossellini. Rome ville ouverte, un brûlot à voir d'urgence si vous ne connaissez pas. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, la section est là pour vous, pour qu'on échange ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.